habituellement, les banquiers, comme Pim l'expliquait, un banquier qui finance l'infrastructure pour ses amis des hedge funds et sovereign funds de différents pays, ça prend des paiements sur les ponts, sur les routes, ça prend un système privé de médecine, ça prend des choses comme ça. Un investissement sur la recherche en fusion, 25 ans, c'est pas rentable. Aller dans l'espace, c'est pas rentable. Je crois qu'il y en a qui le font actuellement, là. Mais c'est pas trop sécure. Donc, habituellement, ça prend soit un président ou un premier ministre avec une vision, qui n'a pas peur de se faire tuer par Wall Street, qui est capable de mettre de faux pas. Habituellement, c'est des gens qui vont agir un peu à la dernière minute, malheureusement. Roosevelt était pris dans la crise, il a déjà hérité de la crise quand il est rentré en 1933, en janvier, février. Il a dû faire quelque chose. Il était là pendant longtemps, avec la guerre, il a dû faire quelque chose. George Washington a gagné la guerre révolutionnaire contre les Anglais, mais comme disait Pim, il est en train de la perdre si ce ne fut du génie de Hamilton. Et je vais expliquer un petit peu cette question-là un peu plus. Henry Carey, l'économiste en chef de Lincoln aussi. Lincoln, le pays était divisé, la guerre civile n'était autre chose qu'une deuxième révolution américaine contre l'Angleterre, qui opérait à partir de Montréal et qui opérait à partir d'Angleterre et qui finançait le Sud avec la connivence de Wall Street. Donc, il n'y avait pas d'espoir d'avoir des crédits de Wall Street pour sûr, etc., etc. M. Larouche a joué ce rôle clé à plusieurs reprises. La plus spectaculaire, c'était quand il a écrit et influencé directement Ronald Reagan dans son... Reagan qui n'était pas très bon sur l'économie, mais au moins, il comprenait la question de défense, et c'est nous qui avions écrit la politique du SDI, Strategic Defense Initiative, contre les missiles au laser, ce que les mauvaises langues ont appelé la guerre des étoiles. Madame Larouche, la dame de la route de la soie, par ses nombreux voyages en Chine et les conférences, etc., a su influencer le pays le plus populeux qui ont adapté une variante assez exacte de notre programme. Donc, ça prend des individus avec une vision, le courage, et malheureusement, ça se fait la plupart du temps, les infrastructures, soit pendant la crise pour en sortir une période de ténèbres ou une période de guerre ou de reconstruction d'après-guerre. Les Chinois ont trouvé moyen de le faire en période de stabilité relative. Les Égyptiens ont fait le nouveau canal de Suez à partir des épargnes des Égyptiens en un temps record, mais ça demeure l'exception. Donc, si vous voulez comprendre, j'ai circulé un petit document, on peut répondre aux questions plus tard, sur Trump, parce que je pense qu'il y a des gens qui ne sont pas convaincus par la lecture du petit texte anglais que j'ai lu de M. Tapper, qu'il est possible de faire quelque chose avec Trump. On n'est pas naïf, on sait ce qu'on a à faire, qu'on va trouver les moyens de le faire. Ou pour le jeune Justin Trudeau, avec sa banque d'infrastructure, qui risque d'être un petit peu ce qu'Obama a fait en 2009, ou Harper un petit peu avant, là, peinturer les ponts, donner de l'argent aux villes. C'est sûr que ça fait des jobs, mais ça ne va pas nous sortir d'une crise majeure qui s'aggrave. Ça prend quelque chose, comme Tim parlait, une plateforme de nouvelles sciences et technologies qui fait un saut qualitatif pour le pays de l'humanité. Donc, ceci étant dit, et on n'a pas beaucoup de temps, je vais, au lieu de répondre à ces deux questions de Trump et Trudeau, je vais poser deux questions et tenter d'y répondre. Comment se fait-il qu'un jeune homme de 32 ans se fut confié la job la plus importante aux États-Unis à 32 ans? Hamilton. Okay. Pour faire bref, et je reviendrai là-dessus un petit peu, mais pour faire bref, le banquier et l'homme le plus riche des États-Unis était Morris, Robert Morris, et non pas gouverneur Morris qui travaillait avec Hamilton et Robert Morris. Et Robert Morris était un financier du côté révolutionnaire. C'était le banquier de Washington et de la Révolution.
C'était aussi un armateur, donc il y avait des centaines, sinon des milliers de bateaux qui sillonnaient les mers. Il a écrit un rapport sur le crédit public avant Hamilton, qui était assez bien. Et Hamilton, en 1981, j'ai une feuille à l'âge de 24 ans. Donc, en 1981... Excuse. 1781. Oui, c'est ça, 1781. Hamilton nomme son ami, le banquier Robert Morris, surintendant des finances. C'est un peu comme Secretary Treasurer sous la nouvelle Constitution. Mais avant la nouvelle Constitution, c'était le Congrès continental. Donc la victoire avait été assurée en 81 avec Yorktown. De 81 à 87, c'était un peu chambranlant, pour dire le moindre. Et celui qui avait financé la guerre est nommé par Hamilton, le jeune homme de 24 ans, le bras droit de George Washington, comme celui qui devrait s'occuper des finances, parce qu'il avait déjà fait de la guerre. Il avait écrit un texte sur le public credit et il a fondé une banque nationale qui ne s'appelait pas Banque nationale, mais qui s'appelait the Bank of North America, qui fonctionnait comme une banque nationale. Donc c'était un petit peu... Donc Hamilton a compris que c'était lui qui devait le faire à ce moment-là. Il a retourné l'ascenseur et en 87, c'est George Washington va voir le banquier et dit, ben, c'est le choix évident pour devenir secrétaire au Trésor. Et Robert Morris dit, non, c'est pas moi, c'est le jeune, c'est Hamilton. Il y a des raisons pour ça. Okay. Donc, c'est ça qu'il faut examiner. Comment est-ce qu'il est possible qu'un jeune homme de 32 ans soit en charge du plus haut poste? Et ça dit beaucoup, je fais une petite parenthèse, sur le discours de l'État de l'Union de la Russie, de Poutine, la semaine dernière, où une grande partie de son discours était sur l'éducation et l'importance de la jeunesse, ce qui est aussi pour le futur, et ce qui est aussi la vision des investissements en Chine sur l'éducation, contrairement au Canada et la recherche aux États-Unis. L'autre question, est-ce que Trump est en plus mauvaise? Est-ce que ça va être plus difficile pour les gens qui veulent faire passer un programme efficace d'infrastructure aux États-Unis ou au Canada, disons aux États-Unis? Est-ce que c'était plus difficile? Est-ce que ce sera plus difficile, conditions objectives et autres, qu'à l'époque, disons, de Lincoln ou de FDR? Je vais passer à travers ça vite fait. Et la conclusion sera que c'est beaucoup plus facile avec Trump. Okay? Donc, découragez-vous pas, c'est plus facile. Wall Street, je travaille avec le Sud, je peux pas avoir d'argent d'eux autres, de toute façon, je n'aime pas ce que je fais. J'ai une guerre à financer. Donc, de Wall Street, on lui dit ça. Le Congrès, évidemment, le Sud, le Congrès n'était plus là, il ne l'a pas aidé. Et il y a bien des gens qui ne comprenaient plus, ils avaient oublié qu'est-ce que c'est une banque nationale de Hamilton. Alors, ça ne va pas marcher. Qu'est-ce qu'on fait? Je ne peux pas juste combattre, il faut que je donne l'espoir pour le futur. Donc, je vais bâtir un train transcontinental. Okay? Le train a été bâti durant la pire guerre de l'histoire américaine. Des centaines de millions de morts. Une vraie boucherie. Okay? C'était nécessaire, la deuxième révolution américaine contre l'Angleterre. Donc, ce qu'il a fait, il a créé ce qu'on appelle les Greenbacks, qui était une deuxième banque nationale, mais sans que ça s'appelle comme ça fonctionnait de façon identique. Vous pouvez regarder Google, c'est pas tellement bon, Wikipédia, mais vous pouvez regarder d'autres textes sur les Greenbacks. Et si vous voulez savoir quelle était la bataille des forces en présence, vous avez juste à lire, vous mettez Henry C. Carey, C-A-R-E-Y, et vous mettez le discours, son fameux discours dans son livre d'économie politique qui s'appelle There are two systems before the world, où il décrit l'Empire britannique et le système américain d'économie politique, et il compare plusieurs de tel système promeut telle chose,
la guerre, la mort, la ci, la ça, et l'autre promulgue l'infrastructure, etc. OK. Donc, des conditions beaucoup plus difficiles qu'avec Trump, probablement. Franklin Delano Roosevelt, pour faire bref, l'infrastructure, les gens connaissent le New Deal, il y a des mesures sociales et tout ça, l'éducation. Déjà 10 minutes. Il y avait 4 grands projets dans les 4 coins des États-Unis. Okay. Vous pouvez nommer nord-ouest, le fameux barrage Columbia sur la rivière Columbia, dans l'État de Washington. Au sud-ouest, c'était le barrage sur la rivière Colorado, très très difficile à construire, appelé Boulder Dam. Hoover n'était pas une référence à l'époque de Trump. Plus tard, ils l'ont. Je ne sais pas quel banquier, ils ont nommé ça Hoover Dam. Okay, c'est la même. Au sud-ouest, la fameuse Tennessee Valley Authority, la TVA, pas celle du Québec, mais la TVA, où les leaders d'Afrique et d'Asie venaient voir ce miracle où les États-Unis étaient un peu dans cette région des Appalaches, dans le sud, un peu comme un tiers-monde. Les gens n'avaient pas d'électricité, des planchers en terre battue, mal éduqués, le désastre aux États-Unis. Alors, et le quatrième, dans le nord-est, ça se passait au Québec et en Ontario. Lui avait un plan de faire la voie maritime du Saint-Laurent. Le Canada voulait pas faire certaines choses, il y avait des difficultés. Ça n'a pas été fait, ça a été fait sur Louis Saint-Laurent et l'ouverture a été faite sur Diefenbaker et à Eisenhower en 1959. Mais le bonhomme clé qui a permis, celui qui travaillait d'arrache-pied ici, c'est Lionel Chevrier, je ne pense pas que c'est avec toi, non? Ministre de Louis Saint-Laurent. Mais John F. Kennedy, le jeune sénateur, en 1954, le 14 janvier, fait un discours à l'emporte-pièce pour dire on laisse faire les intérêts du Massachusetts et de la côte Est, on y voit avec un intérêt national, canadien et américain, et il a réussi à défaire le lobby des camions et des trains aux États-Unis en faveur de la voie maritime. Donc ça, c'était le programme de Roosevelt. Roosevelt, comme vous savez, on a parlé de la Glass-Steagall, les banquiers n'étaient pas contents. La commission Pecora, le procureur de la couronne, pas de la couronne, mais de l'État de New York, un Italien très battant qui a mis les banquiers en prison et qui en a fait suivre plusieurs autres. Donc les banquiers ne veulent rien savoir. Roosevelt qui les appelait the money changers in the temple. J'ai dit l'expression dans la Bible. Donc définitivement, c'était pas facile. Quoique les chiffres pour reconstruire les États-Unis sont plus grands aujourd'hui, plus de choses ont dégénéré. Mais quand même, je crois que la situation était beaucoup plus difficile pour Roosevelt. Regardons maintenant du côté de Hamilton rapidement. Donc Hamilton, comme j'ai dit, à 24 ans, propose Robert Morris pour être surintendant durant la période du Congrès continental. Et en 1787, à quelques semaines de la Convention à Philadelphie, la Convention constitutionnelle, il y avait un ordre militaire d'anciens militaires, l'ordre de Cincinnatus, de Cincinnati. Von Steuben, les généraux qui sont venus de Lafayette étaient là-dedans. Le principal organisateur était Alexander Hamilton. Et le président de ce groupe-là était George Washington, le général George Washington. Ils ont fait pas mal de publicité sur leur petit meeting 2-3 jours avant la première ouverture du Congrès pour leur dire on ne s'est pas battu pour rien, il n'y a pas eu des morts partout et ainsi de suite, pour que vous, à la Convention constitutionnelle, vous nous donnez une espèce de modèle britannique. Alors, eux, ils avaient bien préparé leurs choses, ils ont fait ce coup d'éclat d'avertissement militaire. Et ils ont eu plusieurs meetings aussi suite à ça. Entre autres, Franklin organisait à la maison de Robert Morris, qui était la résidence officielle
de George Washington, parce que George Washington, pendant qu'on construisait Washington D.C., le gouvernement était à Philadelphie et la Maison Blanche était la maison de Robert Morris. Mais donc ce groupe-là, les gens que Tim a nommés avec Robert Morris et l'assistant de Alexander Hamilton, Tench Cox, C-O-X-E, qui était le sous-secrétaire au Trésor sous Hamilton, se sont réunis avec Franklin et d'autres à plusieurs reprises pour le programme, pour faire sûr que le programme passe. Et c'était sous l'égide de la Society for Political Inquiry de Franklin. Donc, this is before question, right? Est-ce que Hamilton comprenait très bien force de travail, tous ces concepts-là? Je vais juste donner quelques exemples. Pour Hamilton, c'était très très clair, c'est celui qui a pensé ces choses-là de façon très détaillée. Pour les autres pères fondateurs, c'était moins clair, mais tous comprenaient des choses de base, je dirais. Quelles sont les relations entre progrès technologique et nécessité d'investir dans des biens de capitaux, d'infrastructures, ainsi de suite? Le canal Erie Canal était le plan du gouverneur Morris, pas de relation avec Robert Morris, mais le gouverneur Morris en 1804, l'année où Hamilton est mort. Hamilton aussi était très impliqué là-dedans. Donc, capacité à augmenter la force de travail, l'efficacité du commerce, et ainsi de suite. L'augmentation de la densité énergétique. À l'époque, bon, il n'y avait pas d'électricité, il y avait des expériences d'électricité de Franklin, mais bon, c'est pas développé. Mais il y avait le pouvoir hydraulique et il y avait ceux qui ont visité, ceux qui ont voyagé un petit peu à New York, juste de l'autre côté de la rivière, du pont George Washington. Il y a la ville de Paysac. Et là, il y a le laboratoire où il y a des chutes et on a le pouvoir hydraulique pour l'industrie qui développe à ce moment-là en 1804. Ceux qui ont visité le canal de la Chine ici, avec un guide de la ville de Montréal, vous allez voir que toutes les industries, il y a des petits volumes là-dessus, à partir du bassin là, dans le port de Montréal jusqu'à ce sont les condos maintenant. À l'époque, c'était des industries hydrauliques, textiles et autres, et c'était la plus forte densité d'industrie, de manufacture au monde à l'époque. C'était ici à Montréal. C'était basé sur les principes hydrauliques que Hamilton avait développés. L'augmentation de la force de travail, les liens entre progrès technologique et l'augmentation de la force de travail, la productivité des travailleurs. Vous savez, les Américains, on les appelait au début de la colonie, on les appelait, ceux qui étaient sur les fermes, on les appelait le Latin Farm. Donc, c'était des gens qui lisaient la Bible, dont la version St. James Bible, qui est un anglais shakespearien. C'est des gens qui pratiquaient le violon, le piano, harpsichord, et ainsi de suite. Et les morceaux de Beethoven, Mozart, étaient joués 1 ou 2 semaines aussitôt que le bateau, les feuilles de musique arrivaient, les orchestres et les quatuors, ça jouait partout sur la côte Est. Donc, c'était pas une bande d'illettrés, je ne vais pas dire ça, mais c'était beaucoup plus lettré, disons, qu'en Angleterre qu'en France. Et même aux États-Unis, vous aviez la Saugus Iron Works, Pig Iron Works, en dehors de Boston, dans la ville de Saugus, dès 1640. Donc, c'était quand même très développé. On a un excellent article dans le dernier Hamiltonian par Rennie Segerson sur comment Hamilton a créé un théâtre à New York et ainsi de suite. Donc, c'était des gens très impliqués dans la culture classique. J'ai parlé tout à l'heure de la Populorum Progressio sur le développement du tiers-monde. C'est clair que la mondialisation a totalement détruit le tiers-monde. Et c'est clair que sans une approche hamiltonienne, ça ne va pas marcher. L'erreur que l'on fait, entre autres, c'est qu'on a des technologies appropriées
Vous avez vu la photo du type sur un bicycle qui fait marcher sur l'ampoule électrique. Là, bon, puis Obama qui dit c'est très bien comme ça. Ça tient, ça ne marche pas du tout. Tim a parlé de plateforme, c'est-à-dire que, contrairement à ce que M. Trudeau propose, ou M. Harper, ou habituellement, Obama fait la même chose, il va falloir avoir des... et ça a commencé avec Roosevelt, il va falloir avoir des technologies de pointe, c'est-à-dire qu'un saut qualitatif dans les modes de production et transformation de la main-d'œuvre à un niveau d'ingénieur, de scientifique. Une main-d'œuvre très qualifiée. Déjà, dans Roosevelt, quand il a fait les projets à la fois sur la côte est ou Tennessee Valley, il y avait plusieurs fameux laboratoires qui ont été créés à ce moment-là. On pense à Livermore, Oak Ridge sur le nucléaire. Bon, ça servait à la bombe atomique, mais ça servait plus tard aussi à développer les centrales à fission. Donc déjà, il y avait un saut qualitatif, même sous Roosevelt en 1930, dans les années 30. Et aujourd'hui, on a parlé de fusion nucléaire, de torches à fusion. M. Ilko va nous parler de ça tout à l'heure. Comment utiliser des façons de verdir le désert avec des tours d'ionisation et d'autres techniques plus avancées. Comment développer une NAWAPA, le programme d'amener de l'eau fraîche à travers un continent, ainsi de suite, ainsi de suite. Okay. Alors, en ce qui est du plan de M. Trump, la feuille que j'ai circulée, je pense que vous avez eu un entrant qui s'appelle The name is Hamilton, not Rohatyn, if we're serious about infrastructure and productivity. Donc, vous avez une petite idée là, sommaire de qu'est-ce qu'il faut faire, pas faire. Mais j'inviterais les gens à faire un peu une plug là, pour l'ISTAC. Ce rapport-là que Bob et autres ont détaillé un petit peu, c'est disponible en arrière, en ligne. Je sais qu'il y en a quelques-uns qui en ont acheté. Mais ça vaut vraiment la peine d'acheter la copie physique. Je pense que ça se vend 50 $. Ou qui a été réduit, pas mal. Et puis, ou en ligne si vous préférez. C'est un dossier assez épais. Parce que c'est ça il faut informer les Canadiens, les Américains sur ça. Les Américains, ils ont une petite brochure United States Joins the New Silk Road. Puis c'est un programme américain que l'on a proposé il y a déjà un an ou deux. Peut-être qu'on va réécrire ça avec une section canadienne. Mais ça, c'est vraiment international et c'est assez complet. Comme j'aimerais vous inviter dès maintenant, avant la période de questions, à venir à nos bureaux certains soirs. Vous pouvez voir Mathieu et d'autres personnes sur ça. Parce qu'on a déjà commencé à lire ensemble et expliquer les rapports avec une lecture des rapports. Et j'avais oublié de mentionner Public Credit, qui est le premier. Il y a 4 rapports de Hamilton. Et on devrait initier sur les campus également ce genre de choses. Les gens qui s'énervent pas pour Trump, là, on devrait leur dire, si vous voulez faire quelque chose de concret, là, au lieu de faire des manifs, faites donc ça, puis vous allez avoir la connaissance pour pouvoir changer et les États-Unis et les Trudeau ici. Donc, je vous laisse sur ça. Habituellement, les banquiers, comme Tim l'expliquait, un banquier qui finance l'infrastructure pour ses amis des hedge funds et sovereign funds de différents pays, ça prend des paiements sur les ponts, sur les routes, ça prend un système privé de médecine, ça prend des choses comme ça, un investissement sur la recherche en fusion. 25 ans, c'est pas rentable. Aller dans l'espace, c'est pas rentable. Je crois qu'il y en a qui le font actuellement. Là. Mais c'est pas trop sécure. Donc, il est en train de la perdre si ce ne fut du génie de Hamilton. Et je vais expliquer un petit peu cette question-là un peu plus. Henry Carey, l'économiste en chef de Lincoln aussi. Lincoln, le pays était divisé, la guerre civile n'était autre chose qu'une deuxième révolution américaine contre l'Angleterre, qui opérait à partir de Montréal et qui opérait à partir d'Angleterre et qui finançait le sud
avec la connivence de Wall Street. Donc, il n'y avait pas d'espoir d'avoir des crédits de Wall Street pour sûr, etc., etc. M. Larouche a joué ce rôle clé à plusieurs reprises. La plus spectaculaire, c'était quand il a écrit et influencé directement Ronald Reagan dans son... Reagan qui n'était pas très bon sur l'économie, mais au moins, il comprenait la question de défense, et c'est nous qui avions écrit la politique du SDI, Strategic Defense Initiative, contre les missiles au laser, ce que les mauvaises langues ont appelé la guerre des étoiles. Madame Larouche, la dame de la route de la soie, par ses nombreux voyages en Chine et les conférences, etc., a su influencer le pays le plus populeux qui ont adapté une variante assez exacte de notre programme. Donc, ça prend des individus avec une vision, le courage, et malheureusement, ça se fait la plupart du temps, les infrastructures, soit pendant la crise pour en sortir une période de ténèbres ou une période de guerre ou de reconstruction d'après-guerre. Les Chinois ont trouvé moyen de le faire en période de stabilité relative. Les Égyptiens ont fait le nouveau canal de Suez à partir des épargnes des Égyptiens en un temps record, mais ça demeure l'exception. Donc, si vous voulez comprendre, habituellement, ça prend soit un président ou un premier ministre avec une vision, qui n'a pas peur de se faire tuer par Wall Street, qui est capable de les mettre au pas. Habituellement, c'est des gens qui vont agir un peu à la dernière minute, malheureusement. Roosevelt était pris dans la crise, il a déjà hérité de la crise quand il est rentré en 1933, en janvier, février. Il a dû faire quelque chose. Il était là pendant longtemps, avec la guerre, il a dû faire quelque chose. George Washington a gagné la guerre révolutionnaire contre les Anglais, mais comme disait Pym,